on peut le dire, un vieil ami du SIEJ, en la personne d'Olivier Corten. Et c'est à cause de moi, je l'ai emmené dans notre délicieuse cafétéria et puis je l'ai emmené à notre magnifique salle du conseil qui n'était pas du tout le lieu de la réunion. Donc, 1000 excuses. Olivier, merci infiniment d'être là. Tu le sais, ça fait maintenant presque un an que nous travaillons à ces questions de la vérité dans un angle, tu seras sans doute la dernière présentation assez générale, disons, avant qu'on parte sur des questions plus techniques. Et ton titre, pour le coup, est assez général puisque tu nous as proposé de nous parler de la vérité juridique, reflet ou construction d'une réalité. Je te cède la parole ou veux-tu que je peux présenter ton CV plus extensivement, mais il est bien connu de nos services. Formidable, je te cède la parole, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité dans ce séminaire. Et donc en effet le propos est général et il fait partie d'un propos lui-même encore plus général, puisque quand tu m'as lancé l'invitation, ça tombait particulièrement bien puisque était alors sous presse un ouvrage qui s'appelle Sociologie du droit au pluriel et qui va paraître chez Dalloz le 12 janvier, ai-je vu par hasard l'autre jour passé. Et dans ce livre, il y a un chapitre justement dont tu viens de donner le titre, mais donc de manière ici plus structurelle, je dirais, ce que je vais vous présenter fait partie de ce livre qui vise, comme son nom l'indique, à présenter des sociologies du droit. Donc ça ne propose pas une sociologie du droit en particulier, non pas de manière un petit peu comme une anthologie, peut-être parfois soit de manière en présentant des courants, soit en le faisant de manière chronologique, mais plutôt en le faisant autour d'un certain nombre de tensions, puisque même si je ne présente pas ma sociologie du droit, il y a évidemment quand même une approche globale qui encadre la présentation des différentes théories sociologiques. Et ce cadre général, disons qu'il est quand même assez inspiré des approches critiques, et notamment de Bourdieu, avec la notion de champ qui, j'aime assez bien, enfin non pas nécessairement telle qu'elle a été développée et précisée au sens technique par Bourdieu, mais parce que je la trouve assez didactique, en ce sens qu'elle permet par métaphore d'articuler les deux grandes dimensions pour moi d'une approche critique, telle en tout cas que j'aime à la pratiquer, c'est-à-dire d'une part le champ de bataille, donc le droit comme objet de lutte, et d'autre part aussi le champ de tension, donc plus alors le champ en physique, un champ électromagnétique où on a des pôles qui s'opposent et où on est amené, lorsqu'on réfléchit sur le droit, à être constamment tiraillé en fait entre différents pôles et on est soumis à différentes tensions. Et dans ce livre, je propose 8 tensions qui sont les 8 chapitres du livre, et c'est dans le cadre de ces tensions que j'expose des théories sociologiques, tout en, vous allez le comprendre lors de l'exposé, les mettant en relation avec toute une série d'exemples empiriques. Donc c'est pas non plus une présentation, je dirais, un petit peu comme on aurait une sorte de dictionnaire des auteurs autour de ces tensions. Il y a aussi une mise en relation avec des recherches empiriques. Mais donc les tensions sont rapidement les suivantes. D'abord une tension liée à la sociologie du droit elle-même, qui a à la fois une vocation et une identité qui va plutôt la pousser vers un aspect explicatif de l'ordre du constat et non pas du normatif, alors qu'en pratique, évidemment, les recherches telles qu'elles sont menées ne peuvent évidemment échapper à un aspect normatif. Donc ça c'est disons un chapitre plus épistémologique où la sociologie du droit est mise en relation avec d'autres approches et notamment la philosophie du droit, avec évidemment des définitions qui vont être elles-mêmes relatives. Et puis il y a ce chapitre que je vais vous présenter qui parle de la construction du fait, mais qui en même temps se veut une certaine forme de reflet aussi pour légitimer la vérité juridique que l'on va proposer. En troisième lieu, il y a un chapitre sur l'interprétation, qui là aussi, un peu de la même manière en réalité, c'est une sorte de chapitre miroir que la vérité juridique est tiraillée entre la notion de découverte du sens ou alors plutôt d'élaboration du sens.
Il y a un chapitre ensuite sur la tension, alors plus classiquement sociologique, entre la liberté et la contrainte, et en particulier évidemment les contraintes sociales. Il y a un 5e chapitre sur une tension entre l'ordre juridique, enfin le monisme et le pluralisme juridique. Il y a ensuite un chapitre sur la tension communauté-société, là aussi assez classique en sociologie. Et alors les 2 derniers chapitres sont assez liés, c'est formalisation et déformalisation du droit, et légitimité et légalité. Et donc pour chacune de ces tensions, j'essaye de dégager, disons, des manières dont les sociologies du droit ont pu se positionner par rapport à cela et les confronter donc à un certain matériau. Alors un matériau, je le disais, empirique, soit que j'ai réalisé moi-même, soit plus paresseusement que je suis allé exploiter dans des études empiriques de sociologie du droit alors qui ont été réalisées et que je présente alors par la même occasion. J'ai aussi, mais pas tellement dans ce chapitre-ci, encore comme donc utilisé des matériaux un petit peu plus décalés par rapport, disons, à l'optique académique classique, en particulier des extraits de films, parfois documentaires d'ailleurs, qui, de mon point de vue, sont des études ethnographiques. En réalité, si par exemple les films de Raymond Depardon, par exemple, permettent d'avoir en situation, alors évidemment c'est monté, c'est mis en scène, mais permettent quand même d'avoir un certain nombre de scènes vécues dont notamment le livre s'ouvre sur la scène, je ne sais pas si vous connaissez, dans Instant d'audience, 10e chambre correctionnelle, la scène avec la juriste et le sociologue, l'affaire dite de l'Opinel, qui met vraiment en scène la confrontation de ces deux mondes. Et donc j'utilise ce type de récit également, mais aussi parfois de fiction, qui me semble paradoxalement parfois être plus concrètes que des études empiriques, parce qu'elles permettent vraiment d'aller peut-être là où on ne pourrait pas aller avec des études empiriques. Et donc quand je dis fiction, c'est des films, mais aussi pas mal de romans ou parfois de récits. Et alors pour ce chapitre sur la vérité juridique, je pars d'un récit qui est fait à partir d'un fait divers, mais qui n'en est pas un, comme il le dit, fait par Didier Fassin, dans un ouvrage qui s'appelle « Mort d'un voyageur, une contre-enquête », et qui concerne donc une personne qui s'appelle Angelo Galland, qui était en permission, qui était détenu mais qui était en permission et qui ne respecte pas les conditions de son retour en détention. Et un commando du GIGN est dépêché dans la ferme de ses parents où il était là en week-end, mais donc au-delà de son terme prévu. Et puis les choses tournent mal et il se fait exécuter par le commando du GIGN. Et là, donc Didier Fassin fait une contre-enquête, comme il l'appelle, contre-enquête parce que ça aboutira à un non-lieu, mais donc il met en perspective, alors il prend des métaphores cinématographiques lui-même, il parle de Rashomon de Kurosawa, où c'est l'idée où vous voyez une même réalité à travers la vision de plusieurs acteurs différents. Et donc c'est ce qu'il fait en allant voir les policiers, les médecins légistes, les personnes qui étaient sur place, etc. Et puis, dit-il, et ensuite j'enchaîne avec 12 hommes en colère, c'est-à-dire que je me fais moi-même en quelque sorte juré. Alors non pas plus que pour douter finalement, comme dans le film, mais pour lui conclure que visiblement l'exécution était finalement arbitraire, parce que deux versions s'opposent. Donc la version des policiers qui disent qu'il était menaçant et qui s'était saisi d'un couteau, il s'était jeté sur eux, et la version de la famille qui allait dans l'autre sens et qui disait que c'est un peu avec la gâchette facile que les militaires, puisque c'est le GIGN, ont abattu leur cible, puisque c'est le propre terme que eux utilisent, ce qui est quand même déjà significatif de la manière dont est perçue la personne. Et donc, voilà, de manière un petit peu peut-être classique, il conclut à une sorte, non pas d'erreur judiciaire, mais en tout cas de bavure, si on veut.
Mais justement, il considère que ce n'est pas une bavure et qu'il s'interroge sur la construction de cette vérité juridique en soulignant ce qu'il estime être les caractéristiques qui permettent d'expliquer cette construction, c'est-à-dire la hiérarchie des crédibilités et la force des affinités. Évidemment, on a d'un côté les témoignages de gendarmes assermentés qui sont par ailleurs dans un contexte où, donc à l'époque, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est en 2017, donc quand même dans une période post-attentat, il y avait un grand crédit qui était donné aux forces de l'ordre qui, visiblement, ont la gâchette facile et par ailleurs ont l'impression de pouvoir agir sans trop de contraintes, d'un côté, et puis de l'autre côté, la parole de gitan, puisque c'était en réalité un gitan, de gens du voyage, et donc évidemment là, la hiérarchie des crédibilités va jouer, et dit-il, il ne s'agit pas là d'une question simplement, évidemment, de champ de lutte, c'est-à-dire qu'évidemment chacun va défendre sa version pour sauver, pour défendre son point de vue, et en ce qui concerne les gendarmes, pour éviter d'être eux-mêmes mis en cause, mais il y a aussi une sorte d'effet de structure qui va jouer plutôt sur les magistrats, qui quant à eux ne sont pas évidemment impliqués personnellement dans les faits, et qui va faire que, naturellement, si on peut dire, et socialement, plus spécifiquement, on va accorder plus d'importance à la parole de certaines personnes que d'autres. Et donc, c'est un petit peu cette accroche-là qui me permet d'ouvrir sur ce chapitre, qui reprend finalement un petit peu les deux termes, les deux pôles que je relativise, c'est-à-dire, disons, la théorie du reflet que je relativise dans un premier temps, et puis la théorie de la construction purement subjective, qui est un peu le contrepoint. C'est-à-dire, le contrepoint serait de dire que finalement, les faits, c'est jamais de toute façon laissé tellement à la marge d'appréciation des acteurs que fondamentalement, les versions peuvent recouvrir absolument n'importe quoi. Et que donc il n'y aurait pas de contraintes. Et donc ça, c'est une thèse que je relativise dans un deuxième temps, et puis dans un troisième temps, j'approfondis avec l'un ou l'autre exemple plus empirique. Et je vais reprendre brièvement ici ces trois points, sans regarder l'heure. Alors donc, d'abord par rapport à la théorie du reflet, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'essayer de voir comment des sociologues du droit pouvaient s'intéresser à ces questions. C'était pas évident, il y a des chapitres où c'est plus évident, je vous l'ai dit, si vous voyez communauté, société, la formalisation, la légitimation, il y a évidemment des tas, ou le pluralisme. Mais par contre, dans les chapitres sur l'interprétation et la vérité, c'était moins évident, mais bon, il y a quand même des choses, je veux dire, assez générales. Il y a notamment un livre de Henri Lévy-Bruhl qui s'appelle « La preuve judiciaire, études de sociologie juridique » qui date de 1963. Et ça m'a intéressé de le lire. Là, ce qu'on découvre, c'est à la fois un récit un petit peu évolutionniste, voire qui pourrait être perçu comme un peu naïf, de la rationalisation de la construction de la vérité juridique, qui tend à laisser croire que c'est de plus en plus objectif et que c'est de plus en plus sûr, une représentation qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans la culture populaire, avec un petit peu une espèce de succession de la figure des policiers qui vont de, disons, Colombo, c'est-à-dire le fin limier, aux experts avec une preuve scientifique. Et donc on retrouve cela de manière évidemment différente, mais quand même de manière sous-jacente, en tout cas dans le récit que fait Lévy-Bruhl. Donc voilà, il fait un récit très historique où il oppose la période, disons, mystique avec l'ordalie, où la preuve est établie à partir d'épreuves dont le vainqueur sort gagnant grâce, par définition, à la volonté de Dieu, et où donc la preuve n'est pas rationalisée, vers une preuve moderne, où là, c'est la raison qui remplace Dieu, et où, dès lors, la construction, parce que c'est donc là-dessus quand même qu'insiste Lévy-Bruhl, c'est que sociologiquement, la vérité n'est jamais qu'une croyance socialement partagée.
le critère sur la base duquel on va justifier l'assertion de la vérité est un critère de rationalité, ce qui est paradoxalement moins objectivant que la période de la logique mystique, puisque dans la logique mystique, il y a une prétention plus absolutiste, alors que c'est-à-dire que si Dieu le dit, il n'y a pas de discussion véritablement, alors que dans la preuve scientifique, la science elle-même est le lieu de débat, et dès lors, il y a en même temps une rationalisation et effectivement une sorte de prétention à davantage d'objectivité, mais paradoxalement, en même temps, la science elle-même déconstruit ses propres critères de construction en les interrogeant à l'aune de critères scientifiques. Donc ça, il l'évoque, donc il ne faut pas présenter évidemment Lévi-Brühl comme une sorte de naïf mais en même temps découle quand même du récit une sorte de récit, une sorte de représentation de la vérité comme reflet basé sur la rationalité de ce qui s'est passé. Un autre, alors parce qu'on dit toujours la sociologie du droit des sociologues et des juristes, donc j'ai utilisé une définition assez large, comme l'indique le titre de l'ouvrage. Disons un autre penseur qui s'est intéressé à l'établissement des faits dans une perspective sociale, c'est Wigmore, donc John Wigmore, qui est donc un magistrat du début du XXe siècle aux États-Unis, et qui, alors ça a attiré mon attention parce que chez Dalloz, justement, il y a une collection de classiques, et je ne connaissais pas, pour être honnête, Wigmore, mais il y a Olivier Leclerc, qui est un spécialiste de la preuve en droit français, qui a commenté Wigmore, et donc c'était un magistrat qui avait des petits cahiers où il estimait il était nécessaire, quand on établissait la vérité, de noter, de faire des petites colonnes en fonction des moyens de preuve, et de les noter, et ensuite, par une espèce de modèle pseudo-mathématique, de permettre ainsi de se forger une conviction. Et donc il avait entrepris d'ailleurs de mathématiser une série d'anciens précédents devant des cours aux États-Unis pour essayer d'appeler à une sorte de nouvelle méthode, ce qui n'a pas eu de succès pendant des décennies, mais avec tout le fantasme managérial du chiffrage. Aujourd'hui, pour tout ce qui est les logiciels, y compris en matière d'établissement des faits, je reviendrai tout à l'heure sur un exemple, évidemment, il est revenu un petit peu au goût du jour, mais là aussi, c'est un récit, effectivement, qui permettrait de rationaliser l'établissement des faits. Et qui, malgré tout, est quelque chose qui reste, qui a tendance à se diffuser, disons, dans le corps social comme type de représentation. Voilà, moi, ça c'est pas dans le livre, mais petite expérience personnelle autour de moi, parfois, quand on parle de grands procès, par exemple, en droit pénal international, le fait que des juridictions pénales internationales, avec tout le luxe de moyens qu'elles ont pour établir les faits et produit un récit, est considéré souvent comme une espèce de récit autorisé de ce qui s'est passé, qui serait peut-être plus rationnel que des récits soit empreints de subjectivité par les acteurs eux-mêmes, soit d'historiens qui ont peut-être moins de moyens structurels de produire une vérité. Alors, évidemment, ensuite, je relativise ce récit à travers un certain nombre d'éléments tirés d'écrits et de la pratique juridique. C'est pas extrêmement compliqué, mais ce qui m'a intéressé en le faisant, à vrai dire, c'est de me rendre compte de l'ampleur de la relativité. D'abord avec un accent sur les probabilités, parce que dans l'objet de la preuve, il y a ce qui s'est passé, mais il y a aussi d'autres faits qui sont prouvés. Il y a ce qui se serait passé si un événement n'était pas intervenu, et il y a aussi ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et donc il y a chaque fois des probabilités qui vont intervenir dans chacun des cas que je vais reprendre brièvement. D'abord, le cas le plus traditionnel, c'est ce qui s'est passé antérieurement. Donc là, il y a un ouvrage assez intéressant dont je vous conseille la lecture en cette période de fin d'année propice à des petites évasions sur des sentiers un petit peu exotiques,
Le titre n'est peut-être pas très attractif, mais en réalité, le contenu l'est. Le titre, c'est « Les maths au tribunal ». Et donc, c'est deux mathématiciennes qui se sont intéressées à la manière dont, parfois, les maths étaient utilisées dans des affaires. Et donc, elles, en réalité, nous font l'exposé d'un certain nombre d'affaires, et notamment l'affaire Lucia de Berck. Alors, Lucia de Berck était une infirmière hollandaise, et elle a été condamnée à vie en 2003, essentiellement sur la base de statistiques. Parce qu'en effet, on avait remarqué qu'elle était présente à des moments où il y avait des incidents dans un hôpital, des incidents qui causaient la mort de personnes, et qu'elle était beaucoup plus présente quand il y avait des incidents que quand il n'y avait pas d'incidents. Et donc l'accusation avait fait tout un tableau que j'ai ici sous les yeux et que vous verrez si que je peux vous transmettre. Et sur la base de ces incidents, les statisticiens, ou c'est pas les statistiques, c'est en probabilité, donc il y aurait eu une chance sur 342 millions qu'elle soit innocente. Donc ils ont fait une savante construction avec 887 incidents où il y a plage sans incident, elle n'était pas là. Quand il y avait des incidents, elle était là, et donc, etc. Cela dit, il n'y avait pas d'élément particulier qui démontrait sa culpabilité autre que cette probabilité. Donc là, ça a quand même suscité un certain émoi, disons. Et donc, il y a eu toute une série de mathématiciens, notamment pour la défense, qui se sont penchés sur ces tableaux, qui en ont contesté la teneur, d'abord en constatant qu'il y avait parfois des plages avec incident où elle n'était pas là, en contestant la qualification même du terme incident, parce que qu'est-ce que c'est qu'un incident, et puis surtout, évidemment, en montrant qu'il y avait d'autres variables, par exemple, est-ce qu'un médecin était là ou pas au moment de l'incident, quelle était la compétence et l'expérience des personnes au moment de l'incident. D'autres statistiques montraient que pour une même période que pendant qu'elle était là, avant qu'elle soit là, il y avait eu encore plus d'incidents. Donc, ce qui tendait à montrer que... parce que... Bon, il y avait pas... c'est pas non plus... s'il y avait 20 incidents sur des années, donc c'est pas non plus... Mais c'est quoi ces incidents? C'est très mystérieux. Alors, les incidents, c'est des cas où ça a mal tourné, okay, et où les personnes sont mortes, en fait, en opération. C'est ça, d'accord. Okay. C'était des choses comme ça. Bon, voilà, finalement, elle a été innocentée, mais après des années, entre autres de prison, où elle a fait... elle-même, sa santé en a été gravement affectée. Mais donc, les mathématiciennes ont conclu que les mathématiques ont une espèce de fascination due en particulier au fait qu'on ne les comprend pas, mais que dès lors, en fait, c'est plus objectif puisqu'on ne comprend rien, et voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant en termes, évidemment, bon là c'est un cas radical, disons, mais au bout du compte, évidemment, on ne fonctionne toujours que sur la base de statistiques pour les faits passés. Mais là, c'est, si vous voulez, épuré. Alors, autres cas qui sont, eux, beaucoup plus finalement communs, c'est les cas où on essaye de prouver ce qui aurait pu se passer si un événement ne s'était pas produit. Donc là, c'est tout ce qui concerne les dommages et intérêts lorsqu'il y a eu un acte illicite et où on doit réparer non seulement le dommage causé, mais aussi les gains qui n'ont pas été obtenus. Donc là, s'engage alors toute une série de débats qui eux aussi reposent sur des chiffres. Alors, moi-même, j'ai été impliqué dans une affaire où c'était complètement au centre de l'affaire en tant qu'avocat. Je suis presque jamais avocat, mais il se fait que là, j'étais avocat du Congo dans son litige avec l'Ouganda devant la Cour internationale de justice, où, en deux mots, l'Ouganda a été condamné en 2005 pour avoir occupé le Congo, pour avoir aussi violé le droit humanitaire de manière massive et pour avoir pillé les ressources naturelles du Congo. Donc c'était une des condamnations les plus fortes, si pas la plus forte dans l'histoire judiciaire, disons, internationale d'un État, sauf qu'il n'y avait pas de réparation et que ce n'est que l'année dernière que la Cour a rendu un arrêt sur le montant de la réparation.
La difficulté auquel était confrontée la Cour, et d'ailleurs tous les avocats, était de trouver un argumentaire, puisqu'il fallait à la fois effectivement évaluer le nombre de victimes, tout simplement, ce qui impliquait à la fois des problèmes de preuve, évidemment, tout simplement, puisque quand c'est des situations de guerre, vous n'avez évidemment pas chaque fois un certificat de décès en bonne et due forme qui établit les causes du décès, mais aussi parce qu'il fallait calculer, puisque ça s'était passé entre 1998 et 2003, les intérêts. Et donc, il y avait à la fois des statistiques sur le nombre de victimes et aussi comment chiffrer une vie, en réalité, y compris avec les intérêts. Alors là, il y a d'ailleurs un autre livre de Didier Fassin qui s'appelle La vie, mode d'emploi, qui montre comment une vie est calculée complètement différemment en fonction qu'il s'agisse, par exemple, il prend les chiffres aux États-Unis du 11 septembre, de ressortissants des États-Unis ou d'Irak à Abu Ghraib, par exemple, ou aussi les hommes et les femmes, que tout cela est complètement socialement déterminé. Mais alors ici, pour revenir à mon affaire, le Congo avait produit des études de démographie qui tendaient à évaluer la différence entre une courbe démographique attendue et la réalité. Ce qui, vous le savez, est souvent utilisé aussi quand on parle par exemple des millions de victimes causées par Léopold II, c'est en réalité des calculs démographiques. Et donc, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, ça concerne ce qui s'est passé, plus évidemment tout ce qui concerne les intérêts. Et puis finalement, la Cour a, je cite, fixé une somme globale dans la limite offerte par les éléments de preuve et compte tenu de considérations d'équité, a dit la Cour. Tout en disant que ce n'était évidemment pas de l'équité au sens de droit naturel, etc., mais c'était tout à fait conformément aux règles de preuve, et donc elle a chiffré ça à 325 millions de dollars, bien malin, qui aurait pu évidemment établir a priori quel allait être le montant. 325 millions de dollars, payables en 5 ans par l'Ouganda. Et alors, en termes de probabilité, il y a aussi prouvé ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc là, ça m'a intéressé. Là, ça concerne plutôt les risques de récidive, par exemple. Donc là, il y a un cas intéressant aux États-Unis. C'est là que je vous parlais des logiciels. C'est que là, il y a des logiciels établis par des sociétés privées qui sont utilisés pour établir les risques de récidive. Il y a notamment une affaire Loomis où une personne a été condamnée à 8 ans pour un délit de fuite. Et donc, ce qui paraît en effet quand même assez sévère. Et là, c'était à la suite d'un logiciel qui... Alors, on ne sait justement pas comment fonctionne le logiciel, et on se retranche du côté de la justice derrière la propriété intellectuelle pour ne pas diffuser. Mais on a quand même les questions, et donc les questions, c'est, par exemple, combien de fois avez-vous déménagé au cours des 12 derniers mois ? Ou pensez-vous que les choses que vous faites sont ennuyeuses ? Alors, voilà, on peut quand même postuler qu'il y a un biais social qui intervient dans les questions, mais donc on ne peut pas non plus le démontrer complètement, puisque, à ma connaissance en tout cas, les logiciels n'ont pas encore été, ou n'ont pas, encore supposerait qu'ils le soient un jour, n'ont pas encore été établis. Et donc là, de nouveau, on voit comment toutes ces constructions s'opèrent. Alors, outre les probabilités, il y a ensuite des preuves dites scientifiques, notamment l'ADN, qui est considéré comme voilà, là, ce qui met un terme à tous les problèmes liés aux preuves humaines, et notamment même aux aveux. Il y a toute une série d'affaires qui sont à cet égard assez intéressantes, et qui sont, quand je parlais des documentaires, sur Netflix par exemple, il y a pas mal de séries documentaires qui sont assez intéressantes en réalité, et notamment sur l'ADN ou d'autres types de preuves scientifiques qui vraiment s'intéressent à des cas. Donc là, honnêtement, on est dans des espèces d'études qui sont quand même assez approfondies. Bon, elles ne sont pas publiées sous forme d'ouvrages, mais qui sont assez intéressantes. Alors pour l'ADN,
ben, il y a la célèbre série Making a Murderer, qui, comme son nom l'indique, montre comment sont construits les versions des faits, notamment à l'égard d'une personne dont les créateurs de la série soupçonnent que les policiers ont eux-mêmes manipulé l'ADN pour le convaincre de meurtre. Et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la série qui est c'est une série qui n'est pas très glamour, donc vous vous retrouvez dans le fin fond d'un état du Wisconsin, dans le milieu, les États-Unis profonds, mais ça fait partie du concept, c'est-à-dire qu'élu est dans une décharge de voiture, enfin, il y a un côté social évident. Mais alors, autre affaire qui m'a semblé peut-être même la plus intéressante, c'était celle du fantôme de Heilbronn. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette affaire dite du fantôme de Heilbronn. Et là, c'était, comme le nom le suggère, une affaire qui se passe en Allemagne, et où là, sur des meurtres, enfin sur des corps, plus exactement, on décèle de l'ADN de toujours la même personne. C'est quand même une personne qui est une tueuse. Je vois que François, ça réveille un souvenir. Et on se dit que c'est quand même une tueuse ou un tueur en série assez redoutable. Alors, d'autant que ça se passe un peu dans tous des pays différents, enfin dans des régions différentes, aussi en Autriche, même en France. Donc là, la police se met sur les dents pour essayer de retrouver ce tueur en série. Il y a des dizaines de milliers d'heures qui sont passées là-dessus. Alors ils soupçonnent justement des gitans, parce que justement, comme ça se passe un peu partout, qui sont qui sont même fortement accusés, mais finalement, on trouve quand même rien. Et puis finalement, on se rend compte que l'ADN est l'ADN d'une personne qui travaillait dans le laboratoire des preuves qui étaient transmises pour analyse ADN, et où simplement il y avait un problème de manipulation. Et donc c'était une retraitée à l'époque de 71 ans qui était la tueuse en série qu'on avait. C'est le meurtre parfait. C'est le meurtre parfait. Mais alors elle est très très forte, effectivement. Il fallait il faut d'abord se faire engager dans un... Oui, on peut manipuler là comme on veut, mais c'est encore plus vicieux puisqu'elle met elle-même ses propres empreintes sur les... Oui, voilà, c'est des statistiques, hein, c'est des probabilités. Donc voilà un petit peu pour le premier point qui était la relativisation, pour dire le moins, de la théorie du reflet, et donc le côté très construit qui se vérifie donc à travers toutes ces illustrations. Maintenant, qu'en est-il de l'autre pôle où on pourrait se dire dès lors, finalement, on fait ce qu'on veut, enfin, pour le dire très simplement. Donc, il n'y a pas véritablement de limite, puisqu'il s'agit de construire une vérité et de bricoler, comme on le voit, avec des tas d'outils très très différents. Et dès lors, il n'y aurait pas véritablement de limite. Donc là, je reprends ce pôle-là pour de nouveau le critiquer. Alors là, je pars quand même d'un extrait que je ne peux pas vous diffuser de film de fiction, celui-là, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est dans La Nuit des juges, et c'est donc parce que Bruno Daillé en avait parlé dans une conférence à laquelle j'avais assisté ici même, d'ailleurs il y a une dizaine d'années, disons. Et donc en gros, la scène est la suivante: une personne est poursuivie par des policiers, elle jette une arme visiblement dans sa poubelle, elle rentre chez elle, les policiers arrivent, ils attendent que le camion poubelle arrive et que la poubelle soit déversée dedans, et ensuite seulement ils prennent l'arme, à la suite de quoi ils font une perquisition chez la personne soupçonnée, où ils trouvent 10 000 preuves qui démontrent qu'il a tué des tas de gens et que c'est un horrible tueur en série, etc. Mais la personne est acquittée parce qu'il s'avère que le droit de propriété à l'époque en Californie est interprété de telle manière que fondamentalement le droit de propriété privée subsiste tant que les ordures ne sont pas mélangées aux autres. Or, dans la benne à ordures, il n'avait pas attendu que ce soit mélangé, donc il y avait une espèce de petit sas, si vous voulez. Et dès lors, il fallait un mandat. Et donc, il y a nullité
de l'obtention des preuves, etc. Bon, après, pour les philosophes, après, il y a toute une réflexion sur la justice privée, et puis, bon, la nuit, le juge, incarné par Michael Douglas, décide qu'ils vont faire ça à la place de la justice, des vrais juges, je veux dire, qui la nuit font des justiciers privés, mais ils se rendent compte que même là, il y a aussi des erreurs judiciaires. Donc, finalement, le droit est quand même un petit peu rétabli dans ça, avec ses imperfections. Mais, voilà. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'était que finalement, il y a les deux éléments que je reprenais, c'est que finalement, la vérité en droit est une valeur, en réalité, mais parmi d'autres, il y a d'autres valeurs qui... Et on va devoir chaque fois se justifier aussi par rapport à ces autres valeurs. Ici, c'était la propriété privée, par exemple. Puisque dans l'extrait que je vous ai cité, il est sûr que la personne est en termes de vérité, il n'y a pas vraiment de doute. Puisqu'il avait avoué aussi par ailleurs, mais enfin bon, tout est relatif, mais en tout cas, toutes les preuves étaient là. Mais de l'autre côté de la balance, le droit de propriété a été violé. Donc il y a de ce point de vue-là une contrainte lorsqu'on veut établir des faits qui résulte de l'équilibre de valeurs dans la société, mais qui s'est formalisé dans le système juridique, par rapport auquel on doit se justifier. Et puis ensuite, il y a aussi une dimension politique qui va renvoyer alors plus généralement au lien entre le savoir et le pouvoir, disons. Alors pour l'équilibre des valeurs, effectivement, alors il y a des tas de déclinaisons en réalité qui peuvent être évoquées. Il y a d'abord, comme l'extrait de film que je viens de mentionner l'indique, il y a d'abord le respect du droit lui-même. C'est-à-dire que là, ce qui est au-delà du droit, ou en deçà peut-être même, du droit de propriété, il y a l'idée que si on viole le droit, on ne peut pas consacrer les effets juridiques d'une telle violation. Alors, ça vaut pour des cas ici où on se dit, où on sourit ou autre chose, où on pleure, mais en tout cas, on trouve ça quand même assez étonnant, disons. Soit dit en passant, ensuite, la loi en Californie a changé, on ne sait pas si c'est à la suite du film, mais dorénavant, les poubelles ne font plus, pardon, qu'une fois qu'on jette les détritus à la poubelle, on renonce à sa propriété, manifestement. J'ai besoin de mélanger. Voilà, on ne doit plus ni mélanger, ni même attendre que ce soit dans le ordure. Mais par contre, il y a d'autres choses, comme par exemple l'interdiction des preuves obtenues sur la torture, de produire des preuves obtenues sous la torture, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, l'illicéité d'un jugement qui est rendu à la suite d'un enlèvement illégal. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un équilibre de valeurs entre donc la vérité et d'autres valeurs, et en particulier le respect du droit, mais qui va encore, évidemment, qui ne va pas être simple, puisque va encore entrer en jeu d'autres critères de proportionnalité. Et il suffit de penser au procès Eichmann pour voir que parfois on va quand même donner effet à une violation du droit au nom de valeurs qui seraient quand même supérieures à la violation du droit, mais qui seraient contenues dans d'autres règles de droit. Mais en tout cas, c'est chaque fois un équilibre de valeurs, et la vérité dans ce cadre n'en constitue qu'une parmi d'autres. Alors il y a aussi, outre le respect du droit, disons des valeurs de stabilité ou de sécurité juridique, comme on dit. Donc, par exemple, tout le domaine des prescriptions, évidemment, est une mise en balance de la valeur de vérité avec d'autres valeurs, ce qui va évidemment avoir comme conséquence qu'on va avoir des crimes imprescriptibles ou bien pas. Et puis aussi qu'en fonction des ordres juridiques, on va avoir parfois des prescriptions très différentes. Par exemple, en matière de viol, si vous voyez la Belgique, la France, les États-Unis, c'est complètement différent. Par exemple, les prescriptions sont totalement différentes. Et chaque fois affinées en fonction d'un équilibre de valeurs qui sera consacré alors à un moment et en un lieu donné. La présomption d'innocence, évidemment, et tout ce qui est charge de la preuve est aussi une illustration de ceci, où la sécurité et la stabilité, la sécurité juridique vont de pair aussi avec
disons, les droits individuels, lutte contre l'arbitraire, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui est valeur, alors peut-être plus fondamentalement, notamment morale, de l'ordre moral, disons. Là, il y a par exemple Alain Suppiot qui avait travaillé un petit peu sur l'exemple du droit familial, où il remarque en France comment il y a eu une évolution sur le plan des règles de preuve, notamment en matière de filiation ou d'établissement de l'état civil, entre au départ plutôt la tradition, donc par exemple l'idée de la famille légitime et donc des présomptions irréfragables parfois de paternité en fonction du mariage, cette idée d'enfant légitime et naturel, ce qui laisse entendre que les enfants naturels ne sont pas légitimes, mais même que les enfants légitimes ne sont pas nécessairement naturels. Donc on va là avoir une prééminence d'une valeur qui est celle de la tradition familiale, disons teintée aussi de religion, vers plutôt alors la valeur qui serait la biologie, donc avec le début des preuves, notamment ADN. Et puis ensuite, la valeur plutôt de l'ordre social. Donc là, mais ça c'est pas Alain Suppiot qui l'évoque nécessairement, mais j'avais vu ça aussi dans une conférence de Jean Hauser, qui est peut-être pas un grand progressiste, mais qui par ailleurs donc, est un spécialiste de droit familial français, et qui analysait l'évolution aussi, insistait fort sur ce caractère construit de l'établissement de la filiation en droit familial, en mettant en évidence que ça a toujours existé, et en insistant notamment sur cette affaire B contre France, par laquelle la Cour de 1992, par laquelle la Cour de cassation française avait considéré qu'en matière de transsexualisme, de changement de sexe, on ne pouvait pas l'accepter, puisque c'était contraire aux chromosomes, et qu'on pouvait faire toutes les opérations qu'on voulait pour faire sa transition, comme on dit maintenant, je ne sais pas si à l'époque on le disait déjà, mais que là, les chromosomes ne mentaient pas, et que donc on ne pouvait pas transcrire la transition dans les registres de l'état civil. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France en disant que, peu importe, en gros, je caricature, mais peu importe la biologie, ce qui importe, c'est la représentation sociale et donc la vie privée de la personne qui va être affectée indûment, de manière disproportionnée, par cette espèce d'obsession biologique, et dès lors, on passe de nouveau à un système de valeurs complètement différent, où la biologie, finalement, de nouveau, est relativisée par un critère plus social. Donc là, c'est tout ce qui est effectivement cet équilibre de valeurs. L'idée ici est que ça va déterminer la construction juridique du fait, et que donc elle n'est pas libre dans ce sens-là. Alors évidemment, toutes ces règles donnent lieu à pas mal de marge de manœuvre dans leur interprétation, mais il faut quand même pouvoir au moins se justifier par rapport à cela, et donc, comme le dernier exemple vient de l'illustrer, on ne peut pas aujourd'hui juste se retrancher derrière un critère biologique, par exemple, dans ces domaines-là. Et alors, il y a aussi évidemment un volet plus politique, sur, disons, le savoir comme pouvoir. Donc là, évidemment, il y a les travaux de Michel Foucault qui sont assez intéressants. Là, je me suis plutôt intéressé, dans ce chapitre-ci, à sa conférence sur la vérité et les formes juridiques, où justement il part du constat qu'il y a différents lieux de production de vérité, de véridiction, comme il dit, dont le juridique, dit-il. Il s'intéresse d'ailleurs à l'affaire Ranucci, peut-être que vous connaissez via les représentations filmographiques, le pullover rouge. Donc c'était un accusé d'infanticide et qui a été exécuté, et ça a été dénoncé comme une erreur judiciaire, et Foucault lui-même manifestement le pense. Mais justement, ce qui met en évidence, c'est qu'il y a de nouveau une espèce de construction qui va s'expliquer par à la fois des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que les policiers veulent avoir tout simplement un coupable, et qu'à un moment donné, c'est leur propre crédibilité qui est en jeu,
mais aussi, dit-il, un des grands moteurs de l'âme humaine, enfin il ne le dit pas comme ça, qui est la paresse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelqu'un, bon... Et donc il a ces mots où il dit la justice fait rire lorsqu'elle est si indolente qu'elle ne parvient pas à rendre un verdict, mais celle qui distribue la mort d'un geste presque endormi. Bon. C'est un peu l'idée que, voilà, une fois qu'on a son coupable, ça va être quelque chose de, finalement, de disproportionné. Alors au-delà de ça, toute sa conférence est évidemment à mettre en relation avec, notamment, Surveiller et punir et son espèce de méta-récit de l'évolution de l'ordre politique et pénal. Évidemment, c'est intéressant parce que ça remet un petit peu dans une perspective plus politologique toutes ces notions d'évolution, d'équilibre, de valeurs, etc. Donc là, il distingue... c'est un petit peu une sorte de pendant de Lévi-Brühl, mais en beaucoup plus politique et critique, évidemment. Donc il distingue l'épreuve comme production de la vérité, donc avec cette idée où il y a, disons, le duel, et où il y a juste un tiers qui vérifie que les formes sont respectées, mais il ne s'agit pas d'attester une vérité, mais plutôt de déterminer quelle est la personne la plus crédible, à l'aide de témoins et donc d'une sorte de réputation sociale. Ensuite, l'enquête qui apparaît, selon lui, plutôt avec l'État, et où ce dont il est question, c'est finalement de montrer que l'État peut produire une vérité légitime, jusque ce qu'il appelle la société disciplinaire, où la question n'est plus tellement de se tourner vers le passé pour homologuer une version étatisée des événements, mais plutôt de contrôler ce qui pourrait se passer avec, dit-il, une dimension quand même assez économiste en réalité, selon mon interprétation, puisque c'est justement lorsque, dit-il, le capitalisme se développe et où les biens sont disponibles en quelque sorte, et ils ne sont plus ancrés dans des biens patrimoniaux comme les terres, etc., que va se développer cette nécessité du contrôle et donc de se projeter plutôt sur le risque que les personnes pourraient présenter pour la protection des biens. La police de Londres est née du besoin de protéger les docks, les entrepôts, les magasins, les stocks. C'est la première raison de l'apparition de la nécessité absolue de ce contrôle, écrit-il. Alors voilà, ça c'est une sorte de méga récit, mais ce qui est intéressant, c'est quand même, en tout cas comme sur le plan plus méthodologique, c'est de replacer en tout cas ces techniques d'équilibre de valeurs dans une perspective plus large de pouvoir, et où dès lors, donc par rapport, pour conclure sur ce deuxième point, et où dès lors, lorsqu'on parle d'une construction de la vérité, on ne pourrait pas se retrancher derrière une espèce de posture un petit peu éthérée, disons postmoderne, au sens très un peu, disons, commun du terme, en disant mais tout se vaut. Non, puisqu'on a des contraintes sociales, à la fois fortement formalisées dans l'ordre juridique avec des équilibres de valeurs qui vont intervenir, mais en même temps aussi ancrées dans des sociétés qui elles-mêmes vont favoriser certaines techniques de pouvoir et donc de production du savoir. Alors je termine, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais donc je vais terminer dans un troisième temps par peut-être deux exemples empiriques que j'ai un petit peu développés. Alors il y en a plusieurs, mais je vais en reprendre deux. Le premier, c'est celui du négationnisme, ce qui me semble... Oui, bien te suivre, Olivier. Donc tes exemples maintenant, c'est tu veux dire qui ne se relèvent ni de l'un ni de l'autre de tes axes, quoi. Oui, c'est des exemples qui montrent comment cette tension peut se manifester de manière, disons, plus concrète et un petit peu plus approfondie. Donc en effet, j'aurais pu distiller évidemment ces exemples dans les deux premières sections, mais ce qui m'intéressait pour chaque chapitre, d'ailleurs dans un troisième temps, c'est de revenir sur un certain nombre de débats et de voir comment ils pouvaient illustrer ces tensions, sans cette fois-ci plutôt les prendre par un bout ou l'autre en réalité.
Et donc là, le négationnisme m'a paru un exemple intéressant, puisque là, dans le négationnisme, finalement, on a une espèce de... C'est assez étonnant de naïveté, quand même, d'un certain point de vue, puisqu'on a une espèce de fantasme d'une vérité qui serait reflétée de manière absolue par des versions des faits, qui serait alors consacrée par le droit et dont la remise en cause serait incriminée. Donc on n'a pas seulement la conviction qu'une vérité serait établie de manière absolue et une fois pour toutes, mais qu'en outre, on devrait incriminer sa remise en cause. Et ce qui est évidemment intéressant, et là le droit va vraiment plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque là il va réglementer simplement une opinion sur des assertions en termes de vérité, mais aussi évidemment de qualification. Alors ça m'a semblé assez intéressant, d'autant que si on prend l'exemple le plus évident qui est celui de la Shoah et de la loi belge, donc là il y a une incrimination de la remise en cause de la Shoah comme génocide par le droit, alors que paradoxalement, en droit, la Shoah n'est pas un génocide. Puisqu'en effet, si on prend les choses de manière, disons, purement technique, mais justement c'est là qu'on voit que la vérité juridique elle-même est toujours imprégnée d'autres dimensions, mais si on prend donc la chose sous un angle purement technique, la Shoah évidemment a lieu avant même que le concept de génocide soit forgé, le concept de génocide étant forgé pour désigner a posteriori la Shoah, ce qui a donné lieu à des débats assez vifs à Nuremberg sur le point de savoir, dans l'incrimination des criminels contre la paix, mais aussi contre l'humanité, est-ce qu'on allait ou pas les incriminer pour génocide, avec en gros Lemkin qui répondait oui et l'Auteur-Pacte qui répondait non. Donc là, il y a un chapitre du livre de Philippe Sands assez connu sur Retour à Lemberg, dans la fin du livre, qui expose cela de manière assez détaillée. Le résultat, c'est en tout cas que ces personnes ont été condamnées pour crimes contre l'humanité et non pas pour crimes de génocide, puisque, et là de nouveau on entre dans des équilibres de valeurs, le principe de la légalité des infractions avait pour conséquence qu'une interprétation souple permettait, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, comme on dit toujours aujourd'hui, du coup, pour utiliser une autre expression que tout le monde entend 100 fois par jour, le crime contre l'humanité n'avait jamais été formalisé comme tel au préalable, c'est plutôt par une interprétation un petit peu souple que, notamment à la suite de ce qu'on appelle, mais qui de nouveau juridiquement est difficilement qualifiable comme tel, le génocide arménien avait été utilisé pour dénoncer des massacres, comme étant contraires à l'humanité, etc. Et donc là, on avait une interprétation souple qui permettait alors d'incriminer coutumièrement, ce qui est déjà une démarche, le crime contre l'humanité, mais par contre le génocide, là vraiment, comme même le terme lui-même avait été établi après, finalement ça n'a pas été retenu. Donc le premier condamné pour crime de génocide, c'est Akayesu par le tribunal international sur le Rwanda, et pas les grands criminels de guerre nazis. Mais ça, c'est la vérité, disons, de droit international positif. Alors ensuite, vous avez la vérité de droit pénal belge, qui alors, peut-être à la limite, pourrait mener à ce que je sois poursuivi pour ce que je viens de vous dire. Et alors, il y a la réalité sociale, où, bien entendu, que le génocide, que la Shoah est un génocide, et qu'il est inaudible, sauf avec moult précautions et de dire la Shoah n'est pas un génocide, évidemment. Parce que c'est un génocide. Non pas parce que ça l'est juridiquement, mais parce que ça l'est socialement. Et donc là, on a justement toute une espèce d'articulation entre les différentes dimensions, y compris de pouvoir, puisqu'ensuite, des enjeux de pouvoir vont déterminer quelle est la liste des événements qui vont être reconnus comme génocide. Et il y a à cet égard, évidemment, toute une série de débats. J'ai cité celui sur le génocide arménien,
qui pose évidemment des problèmes juridiques, mais comme le droit peut établir les vérités comme il le souhaite, il peut très bien, par une loi, incriminer la mise en cause du génocide arménien, quand bien même, après, les juristes vous auraient expliqué qu'il n'y en a pas, ou en plus exactement, que techniquement, ce n'en avait pas un au moment des faits. Donc là, on voit vraiment une grande illustration à la fois de la représentation générale qui, en première ligne, si on veut, qui est que, oui, évidemment, c'est ça, et d'ailleurs, toute personne qui dirait le contraire sera punie. Et en même temps, dès qu'on creuse, on voit bien que tout ça est une construction qui, par ailleurs, peut se justifier tout à fait. Ou bien pas, puisque, comme vous le savez, à la fois des historiens et des juristes contestent la notion même de négationnisme en estimant que s'il s'agit d'incriminer le racisme et l'antisémitisme, on n'a nul besoin de passer par le négationnisme, ce qui est par ailleurs plutôt une approche aussi culturellement qui est plus répandue dans les pays anglo-saxons. Et quand vous analysez le négationnisme juridiquement, on voit vraiment qu'il y a une très très grande différence d'appréciation selon les systèmes juridiques, même quand même dans, je disais, en blaguant à moitié, parce qu'on ne peut pas blaguer non plus sur ces choses-là, mais que je pourrais être poursuivi, mais je vais quand même, j'ai bonne confiance si c'était le cas, parce que les juges vont quand même toujours déterminer quelle était l'intention de la personne, et les personnes qui sont condamnées en général se sont livrées à des propos qui laissent peu de doute sur, par ailleurs, leur motivation, ou en tout cas leur position raciste ou antisémite. Donc ça, c'est un premier exemple, me semble-t-il. Et alors, un deuxième exemple, c'était celui du genre, qui me semblait intéressant aussi, parce que là, toutes les questions ou tous les débats sur le sexe et le genre, etc., sont des débats bien connus. C'est évidemment aussi une vérité fondamentale de déterminer qu'une personne est un homme ou une femme. On en a déjà parlé brièvement avec l'affaire B contre France. Alors évidemment, il y a dans toutes les théories féministes, et peut-être d'ailleurs au-delà, il y a cet accent qui est mis sur le caractère construit de l'identité, dit-on, de genre, et donc classiquement, je dis classiquement dans les sciences humaines, mais aussi, par exemple, dans une observation générale du comité de la CEDEF, donc la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, on reprend, c'est presque une sorte, c'est même très didactique pour un cours de sciences humaines sur la différence entre le sexe et le genre, mais aussi des biologistes comme Anne Fausto-Sterling montrent que même le sexe est parfois construit, puisqu'avec, dit-elle, biologiquement, au-delà de la binarité dominante, il y a aussi des sexes intermédiaires qui sont parfois littéralement éliminés par les médecins avec des mutilations génétiques pour que les personnes soient conformes à un des deux sexes qui est supposé être déterminant. Mais alors là, ce que je trouve effectivement intéressant, c'est à la fois donc l'idée, de nouveau une représentation sociale dominante, que c'est le reflet de la nature, qu'il n'y a rien de plus naturel. En même temps, c'est une construction non seulement sociale et même biologique, mais aussi, évidemment, le droit joue un rôle à cet égard. Ça m'a intéressé de pointer au-delà des théories féministes que, par exemple, Louis Althusser lui-même, dans ses écrits sur la reproduction, parle de l'interpellation, et donc il évoque les rôles. On est interpellé dans un certain nombre de rôles, et donc il prend notamment le rôle de garçon ou fille qui est déterminé par avance et qui va faire que la personne va être à la fois... là, il y a aussi des études qui sont faites par des psychologues, etc. Enfin, même Anne Fausto-Sterling aussi, sur l'éducation, même bébé, avec une sorte de configuration qui fait que les habitus vont être incorporés, littéralement. Mais donc Althusser déjà parle de cette interpellation. Et puis il y a aussi Christine Delphi, là, qui est une des féministes matérialistes qui a écrit sur ces sujets,
et qui pointe sur le plan du droit familial comment l'intérêt de l'enfant va se décliner en fonction de ce qu'elle appelle un droit, alors elle ne dit pas positif, mais ce qu'elle veut dire à la fois positif et naturel. L'intérêt de l'enfant étant en gros quand il est en bas âge d'être sous la garde de sa mère et ensuite quand il faut l'éduquer d'être sous la garde de son père. Ça m'a intéressé aussi de lire un ouvrage récent de Céline Bessières et Sybille Golac, peut-être que vous avez entendu parler, qui est vraiment, je trouve, un bel équilibre de... Ben là aussi c'est une théorie plutôt bourdieusienne, mais vraiment appliquée à du droit des successions et des régimes matrimoniaux, où elle montre comment, au-delà de l'idée d'égalité des sexes et de non-discrimination, comment le régime des successions et des régimes matrimoniaux vont être prédéterminés par des conceptions de ce que c'est qu'un rôle féminin et masculin, à la fois au sein des familles, mais aussi ensuite homologués par les notaires, et plus rarement, parce que ce n'est que dans quelques pourcents des cas que ça va devant un juge, par les juges. Tout cela, de nouveau, sans qu'il y ait une espèce de complot, on pourrait dire, ou en tout cas de stratégie cynique ou malveillante de la part des acteurs, mais avec une espèce de déterminisme dans lequel, justement, ces tensions entre... on sait que c'est construit, mais en même temps, on a quand même une espèce de vision que la vérité reflète quelque chose de naturel, va intervenir. Voilà, bien, je vais m'arrêter ici pour entendre vos remarques et questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier.